Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un C'est indiqué lisez-vous un peu spécial. Alors comme j'ai manqué à toutes mes promesses que je vous avais fait sur la page, ça va aller, de vous faire un bilan août, je vais le faire ici rapidement, parce que j'ai quand même lu pas mal de livres, j'ai eu pas mal de SP et tout ça. Donc je vais vous en parler assez rapidement pour essayer de vite clore cette première partie de vidéo qui est donc le bilan du mois d'août. Donc j'ai commencé le mois d'août avec Je suis une immortelle de J. Kagawa. Donc il faisait partie de mon challenge Les Monstrueux de la Palle. Pourquoi je l'ai mis dans les monstrueux? Parce que ça faisait un moment qu'il traînait et j'avais pas vraiment envie de me relancer dans une espèce de littérature bitlit. Et j'ai été très étonnée par ce premier tome de Blood of Eden. Parce que justement, on sort un peu des choses un peu banales, on va dire, de la vie vampirique, pour ainsi dire. Par contre, enfin, je me rappelle de tout. Donc voilà, on suit Alison Sekemoto, qui à la base vit dans la bordure. Donc il faut savoir que le monde est comment dire, régi par les vampires. Et donc Ali est une humaine qui ne veut pas donner son sang, donc c'est une bordurienne. Elle n'est pas reconnue, donc elle ne reçoit pas de coupons pour les repas, tout ce genre de tintouin. Et un jour, il va arriver qu'elle va sortir justement de cette bordure, elle va aller en dehors de la zone de sécurité, parce qu'il n'y a plus rien à manger, que ce soit dans les poubelles, partout, nulle part, plus personne ne donne de bons contre de la viande. Et du coup, elle va sortir un peu de la bordure pour aller chercher de la nourriture pour son groupe. Elle va tomber sur une réserve de nourriture assez conséquente de boîtes de conserve, donc ça se garde longtemps. Et en voulant ramener son groupe le jour d'après pour aller chercher tout ça avant que quelqu'un d'autre ne le trouve, eh bien ils vont se faire attaquer par des espèces de vampires, on va dire, qui n'ont aucune intelligence. C'est des vampires zombies si vous préférez. Et elle va se faire sauver par un vampire qui va lui proposer soit de la transformer, soit de la laisser mourir. Et donc on se doute bien je vais y arriver, hein. On se doute bien de ce qu'elle va choisir, donc elle va devenir une vampire, mais une vampire pas comme les autres. Donc j'ai vraiment adoré ce premier tome. Le second tome sort très bientôt, il me semble. Donc je pense que je vais vraiment me jeter dessus parce que j'ai été très étonnée de ce mélange un peu bitlit dystopie qui se marie très bien, soit dit en passant. Et donc voilà, je vais essayer d'aller très vite, je vais pas me pendre des heures et des heures. Ensuite, j'ai continué dans la série Vampire. Vampire Academy, Sœur de sang de Rachel Mead. Donc celui-ci, je l'ai lu pourquoi? Eh bien tout simplement à cause du teaser du film du même nom qui va sortir l'année prochaine. J'ai eu très envie de découvrir de quoi parler cette saga. Ça me semblait intéressant et puis ça sortait un peu de l'ordinaire. Et je suis tombée vraiment amoureuse grâce à ce premier tome. Que j'ai vraiment mangé. Je l'ai lu très vite. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les personnages et tout ça. Rose, j'adore. Lisa, j'adore. Christian, j'adore. En fait, je pense que j'adore à peu près tout. J'adore... Je vous ai dit, j'adore. Je crois que je vais dire beaucoup j'adore dans cette vidéo. Donc je m'en excuse d'avance. L'histoire Strigoi Moroi, c'était vraiment excellent. C'est super bien pensé. Les vampires qui sont pas morts, c'est super bien pensé. Rachel Mead, bravo quoi de m'avoir fait aimer autant une série vampire, moi qui n'aime pas ça habituellement. Et voilà, je vais m'arrêter là pour pas qu'on prenne des heures, des plombs. Et de toute façon, j'ai déjà écrit mon avis sur la série, sur le tome. Ensuite, j'ai continué avec quoi? Avec le deuxième tome de Oraison de Samantha Bailly, l'intégrale. Donc le deuxième tome s'appelle La chute des étoiles. Donc on continue à suivre les sœurs Manérian dans leur quête, on va dire, et de comprendre ce qui se passe, autant du côté des rouges terriens que pour... Je vais y arriver, hein, ça va pas le faire. Alors là c'est... Ah, Eileen, voilà. Qu'Eileen au sein de, on va dire, des rebelles un peu de... C'est pas la peine, hein, je crois que je vais pas y arriver. D'Elderion, voilà. Donc j'ai adoré ce second tome qui clôt la série vraiment brutalement, mon dieu. Samantha Bailly, je lui en veux à mort pour une chose de la fin qui m'a vraiment tuée. J'ai même eu ma petite larme.
C'est très poétique, c'est très bien écrit. C'est de la fantaisie française comme on en fait peu. C'est vrai que le seul bémol, on va dire, c'est que moi qui adore les trames politiques, je pense que on aurait pu, je vais y arriver, creuser un peu plus, mais bon, c'est un intégral qui fait 2 tomes, il y en a pour à peu près 700, ouais, à peu près 700 pages, mais pour 700 pages, franchement, on apprend vraiment plein de choses sur les Eldérionois, je vais y arriver, les rouges terriens et les autres, je sais plus, mais c'est pas grave. On apprend beaucoup de choses aussi sur la religion. C'est vrai que c'est tout un monde qui est créé en seulement 700 pages. C'est assez. Ça tient du génie, j'ai envie de dire. Et je suis très très heureuse que les éditions Bragelonne Milady ainsi que Livre Addict m'aient permis de découvrir ce petit bijou. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Livre Addict ou qui ne le sont pas, qui voudraient y être et qui veulent découvrir un peu Samantha Bailly, je crois que c'est le 11 septembre. Je vous mettrai en dessous de la vidéo. Il y a une discussion sur Livre Addict avec l'auteur, donc c'est l'occasion de venir lui poser les questions que vous voulez. Et aussi peut-être de découvrir un peu son monde autrement que par ses livres en lui posant quelques questions. Ou bien tout simplement en lisant ce que les autres vont lui demander, vous n'êtes pas obligé de participer. Donc voilà. Ensuite, et oui, j'ai lu beaucoup. J'ai lu Lumen de Robin Wasserman qui faisait aussi partie de mon challenge Les Monstrueux de la Palle. J'ai aimé. Dire que j'ai pas aimé, ce serait mentir. Mais je m'attendais à autre chose parce qu'on. Je vais y arriver. On décrivait ça un peu comme un Da Vinci Code pour ados. Et je trouve que de ce côté-là, le livre n'a pas tenu toutes ses promesses, malheureusement. Bon, on apprend beaucoup de choses. C'est très historique. Ça parle de. Je vais y arriver. Ça se passe au 15e siècle. On lit. Il y a du latin, il y a un petit jeu de pistes. Mais malheureusement, je trouve que justement ce côté historique qui m'est très cher dans les livres de Dan Brown et qu'on dit que ça y ressemble, manque un peu dans le bouquin. Il y a vraiment manqué beaucoup de choses sur la ville où on va trouver, sur les personnages de l'histoire. Pour le reste, pour tout ce qui se passe dans le récent, dans le présent, dans le bouquin, ça a été très très bien écrit, les personnages sont très bien travaillés. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. J'ai déjà écrit ma chronique aussi dessus. Mais voilà, un petit point négatif sur le fait qu'on ne parle pas assez d'histoire dans ce bouquin. Alors que ça devrait être l'épicentre du roman. Ensuite, j'ai lu La femme sans peur, volume 1 de Jean-Philippe Touzeau. Donc c'est l'auteur qui me l'a gentiment proposé en partenariat. C'est vrai que c'est habituellement pas mon genre de lecture. Tout ce qui est moderne, qui est ancré dans le réel. Mais j'ai vraiment eu une très très bonne surprise avec ce livre. Donc on suit l'histoire de Trinity Silverman, je vais y arriver. Donc qui travaille vraiment dans un métier d'homme. Elle fait tout ce qui est au niveau de la finance. Et donc cette femme est une anxieuse compulsive, on va dire. La moindre chose lui fait ressentir de l'anxiété, de la peur. Elle en a des maux d'estomac, des maux de tête. Vraiment, elle est vraiment paniquée au moindre événement important qui se passe dans sa vie, que ce soit pour un homme, une situation, bref. Donc cette femme va rencontrer un bibendum assez gros dans un bar qui va lui proposer une sorte de pilule magique qui lui fera gagner de la confiance en soi. Donc il va lui en offrir 7 parce qu'elle va se décider finalement à les prendre, ce qui est quand même étonnant venant de sa part, elle qui n'aime pas trop ce qui est on va dire pas dangereux mais inattendu. Donc c'est des verres un peu de bolistoli, je trouve que c'est ça, ou stroli. C'est un cocktail que lui a proposé le barman qui va un peu la pousser parce qu'on en a bu plusieurs. Et il va se trouver que ces pilules vont vraiment fonctionner. Ils vont réussir à lui donner une nouvelle vie pour le peu de temps qu'elle va prendre les pilules. Donc elle va réussir à se rebeller un peu contre ce salopard qui l'embête un peu à chaque fois qu'elle fait des espèces de conventions. Elle va plus avoir peur de dire ce qu'elle pense à sa mère, elle va plus avoir peur de dire ce qu'elle pense à son copain, à son patron. Elle va se sentir pousser des ailes, elle va draguer un monsieur absolument séduisant. Puis il va... Je peux pas vous en dire plus sinon je spoilerai, mais imaginez un peu ce qui va arriver le jour où elle aura plus de pilules. Et donc le livre, le volume 1 s'arrête sur ça et sur autre chose que je peux pas vous dire sinon là, pour la peine, ça ne vaudra pas le coup de lire le livre.
Et j'ai vraiment été très surprise de cette fin et je pense que je vais très vite me procurer le volume 2. Parce que le volume 1 m'a vraiment transporté. Il fait 200 pages, ça se lit vraiment, vraiment rapidement. En plus de ça, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Et on en redemande. Alors franchement, chapeau Jean-Philippe Touzeau pour ça. Et encore merci pour la confiance pour ce partenariat. Et pour finir, et non point des moindres, le mois d'août, j'ai enfin réussi à finir ce mastodonte, le lien maléfique d'Anne Rice. Donc j'étais arrivée à la page à peu près, j'étais à la 635 il me semble. Donc il me restait plus de 300 pages à lire. Donc vous vous rappelez, un très gros écran très petit. Là j'ai dit c'est tout, c'est bon, je le finis parce que je commence vraiment à en avoir marre. Du coup je me suis lancée une bonne fois pour toutes. J'ai dit de toute façon j'attends ma liseuse pour pouvoir commencer le mois de septembre avec Aquatilia, je vous en parlerai après. Donc je l'ai lu, j'en ai eu jusqu'au 1er septembre ou le 2 septembre, je sais plus, mais je le compte quand même au mois d'août. Et super surprise, je m'étais arrêtée juste au moment où Michael Curie finit de lire le dossier de la famille Mayfair. Et donc il se rend, Rowan est à la Nouvelle-Orléans pour assister à l'enterrement de Deirdre, sa mère. Et donc Michael, après avoir lu ce fameux dossier, va aller soutenir un peu Rowan dans toutes les épreuves qui vont suivre. Et Lashor, le démon, va faire sa réapparition dans la vie du couple. Ils vont hériter de la maison, il va la retaper, il va essayer de la retaper. Et là, je peux plus vous en dire plus parce que le livre fait pas 300 pages, il en fait 1000. Hein. Donc là, déjà, je vous spoil un peu la dernière partie du bouquin. Et on se doute bien que l'ambiance déjà lugubre va monter crescendo à l'arrivée de cette espèce de démon qu'on n'arrive pas vraiment à situer dans l'histoire. Et il va s'arriver des trucs de malade. C'est vrai que j'ai été assez impressionnée parce que la première partie était un peu molle, la deuxième partie était entièrement historique et la troisième partie bouge un peu plus et donne vraiment envie de découvrir la fin, bien qu'il y ait des scènes absolument érotiques que j'ai pas du tout appréciées. J'ai trouvé ça un peu trop hard. Il faut savoir que moi je suis pas du tout dans ce genre de lecture. Mais bon, on va dire que c'est pas grave, je l'ai fini. Le second tome, je le lirai pas maintenant parce que là j'ai envie de passer. Je pense même que je vais pas le lire l'année qui va arriver. J'ai vraiment envie de faire un break parce qu'il m'a fallu presque un an, hein, de fin octobre à début septembre pour le lire. Donc, mais il en vaut la peine. Voilà, pareil, la chronique est déjà postée. Donc voilà, on va arrêter là pour le bilan du mois. Je le disais tout à l'heure. Maintenant, nous sommes bien dans le C'est lundi que lisez-vous. Et donc j'ai commencé ma semaine avec Aquatilia de Bérangère Tossello. Donc Bérangère Tossello m'a gentiment proposé de chroniquer son livre en format e-pub. Je devais m'acheter une liseuse, donc ça tombait bien, ça tombait juste à pic. Donc Aquatilia, le secret de Thelma. Ça parle d'une sirène, Thelma, qui vit dans Aquatilia, sa cité. Donc il y a plusieurs cités, on les découvre, hein, comme Exoris et tout ça. Mais là, on se campe vraiment dans la cité d'Aquatilia. Donc Thelma est une sirène pas comme les autres, vous vous doutez bien. Donc elle va... comment dire ça? Donc Thelma, elle aime pas trop, parce qu'en fait, les sirènes se donnent à la méditation. Donc le soir, ils travaillent sur leurs recherches. Et la journée, ils sont en pleine méditation pour entrer dans une sorte comment on dit ça, voyage astral, voilà, dans des autres cités. Ça a moins de risque de sortir de la cité et de voyager parce que souvent les autres cités se trouvent loin. Donc ils parlent à l'esprit d'une cité via leurs recherches. Ils doivent connaître la cité sur le bout des doigts qu'ils veulent visiter. Et au bout d'un certain temps de méditation, quand l'esprit trouve la sirène digne d'y aller, elle part dans un voyage astral. Donc Thelma a jamais vraiment été intéressée par ça. Une fois que son père Artemus, c'est le père de toutes les sirènes de la cité, l'a lâché pour ses 20 ans, si je dis pas de bêtises, elle a découvert dans la chambre dans laquelle elle vit qu'il y avait une espèce de trou en fait qui lui faisait rentrer dans une sorte de couloir et qui la faisait arriver sur une île. Donc tous les jours, au lieu de méditer, eh bien Thelma se sauve de sa chambre, se sauve de la cité d'Aquatilia pour aller un peu, pas se dorer la pilule, mais pour aller un peu vivre autre chose, connaître d'autres choses, et surtout aller sur l'île, se reposer un peu l'esprit au lieu de méditer. Va arriver qu'un jour, alors qu'elle va arriver à avoir un de ses vaisseaux flottants
qui va être pas si loin de la plage. Et un jeune garçon tout à fait séduisant qui n'a pas de... mais je vais arriver. Qui n'a pas de queue de sirène se faire taper par l'équipage. Donc Thelma a horreur de la violence, donc par ses pouvoirs de sirène va créer une espèce de tempête qui va détruire complètement le bateau. Et elle va sauver ce jeune garçon absolument séduisant aux allures un peu grecques qui s'appelle Constantin de la noyade. Et là va commencer une incroyable histoire entre ces deux tourtereaux qui, malgré le fait qu'ils ne se comprennent pas, vont réussir à tomber amoureux l'un de l'autre. Donc je vais pas trop spoiler plus, on va dire que là je vous ai dit le plus gros de l'histoire. J'ai passé vraiment un excellent moment dans Aquatilia. Et c'est vrai que c'est un thème en littérature française que je trouve qu'on n'aborde pas tant que ça. Le dernier livre de sirène que je l'ai lu, c'était Attirance de Ingrid Wood Brown, donc elle est américaine. Donc là c'est vraiment le premier livre de sirène que je lis d'une française en auto-édition par-dessus le marché. Et j'ai vraiment adoré, l'écriture est fluide, vous verrez, le format est génial, la pochette j'adore, elle est vraiment bien travaillée. C'est une écriture vraiment très belle, très poétique, qui se lit facilement. En plus de ça, l'auteur est vraiment sympathique, donc j'y vais poster une interview normalement aujourd'hui sur le blog que j'ai eu avec elle. Donc vous verrez, elle a vraiment un monde bien à elle, vraiment extraordinaire. Elle est en train d'écrire le second tome que j'ai hâte parce que la fin c'est quand même vraiment génial, mais ça laisse vraiment sur la fin, c'est le cas de le dire. Que dire de plus? On découvre un monde... Bon, Aquatilia est basé sur une cité antique dans un ancien temple, donc ça, moi je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment fait m'évader un peu, je m'y suis vraiment crue. J'adore tout ce qui est conte de l'Atlantide, conte des sirènes, ce genre de choses. Et Bérangère a vraiment réussi à me faire rentrer dans son monde complètement. De toute façon, vous verrez, je mettrai le lien de la page en dessous. Les gens n'ont vraiment que des compliments pour ce livre qui trouvera, à mon avis, preneur très prochainement. Et voilà pour mon premier livre de la semaine. Ensuite, j'ai lu encore un e-book pour les éditions Artalis, Couleur de sang. Je vais pas dire de conneries. Mon petit carnet. J'aime pas dire des bêtises, alors j'ai préféré le prendre parce que ça fait beaucoup de lecture. Voilà. Couleur de sang de Nati. Donc c'est une nouvelle. Donc c'est une nouvelle qui fait à peine 25 pages, ça se lit très bien. Ça reprend le conte du chaperon rouge, mais c'est pas un copier-coller, hein, je vous rassure. Là aussi, alors là j'ai été vraiment étonnée par la plume de Nati qui est vraiment splendide. J'ai passé 25 pages d'évasion. Donc couleur de sang, c'est parce qu'il y a on s'imagine beaucoup de meurtres. Ça se passe donc avec un loup-garou, avec une jeune fille, je ne me rappelle plus du prénom, mais bon, c'est pas grave. Isobel, bon, je vous mettrai en dessous. Isabeau, voilà. Avec Isabeau, donc qui va ramener des médicaments chez sa grand-mère et qui croise le chemin d'un bel Apollon habillé tout de rouge. Donc ce qui est flashant dans cette nouvelle, c'est le rouge par rapport au blanc de la neige parce que la cité est complètement enneigée. Donc là, il y a une espèce de chasseur envoyé par le roi qui a ouï dire de tout ce qui se passait dans cette cité. Et donc il va vouloir venir tuer le loup qui tue un peu qui tue les gens. Donc il faut savoir que les loups-garous tuent les personnes qui sont autour pour sauver la forêt qui est en danger, car les humains prennent de plus en plus d'ampleur dans la forêt, est en train de la mordre à petit feu. Et donc, voilà. C'est une nouvelle qui parle du chaperon rouge remanié, extrêmement beau, extrêmement poétique. La plume est vraiment superbe. On a l'impression d'être dans un conte des Grimm. C'est vraiment bien écrit. Et franchement, je pense que dans un recueil de Grimm, il aurait vraiment sa place parce qu'on retrouve vraiment cette plume de récit, de conte qu'on se plaît à lire. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Pour revenir, on continue hein, dans mes lectures passées. À pile ou face de Samantha Bailly en partenariat avec les éditions Rago. Donc encore du Samantha Bailly en si peu de temps. Ici on change complètement de style. On passe dans un thriller. Donc on suit l'histoire d'Emma qui est dans un lycée en filière ES en internat avec sa copine sa meilleure amie Ariane. Et donc son frère est mort depuis à peu près 8 mois.
Elle n'arrive pas à se remettre vraiment de la mort de son frère qui a été assez brutal. Il est mort dans un accident de voiture, alors que c'est qu'elle trouve qu'il était plutôt bon conducteur, donc elle comprend pas, elle pense qu'il y a quelque chose qui se trame autour de tout ça. Et puis elle n'arrive pas vraiment à se remettre de la mort de son frère. Donc un soir, au lieu de rentrer chez elle le week-end, elle décide d'aller chez Ariane. Et en allumant son ordinateur, dans sa boîte mail, elle voit un message de son frère. Je crois que c'est Message from the Past. Je suis plus très sûre. Je sais plus. Enfin bref. Donc elle reçoit un message de son frère qui lui parle du Yi-King. C'est un livre, le livre des révélations, je crois que ça s'appelle. Je vais essayer de le trouver. Le livre des mutations, voilà. Donc qui s'appelle aussi le Yi-King. Donc c'est un livre qui est censé vous aider sur les décisions de votre avenir. En lançant 3 pièces, en comptant pile face, enfin bref. S'il faut de suite vous trouvez une sorte d'organigramme qui se réfère au livre directement, enfin bref, voilà. Et comme par hasard, ce message avec ce livre des mutations va apparaître un jour, 2 jours on va dire, le week-end avant la disparition d'une de ses camarades de classe, Claire, qui disparaît pendant le repas du midi de façon absolument étrange. Donc c'est les parents de Claire vont faire appel à une société un peu spéciale qui va venir poser des questions aux élèves. Et elle va se rendre compte que la femme Jane qui vient l'interroger connaissait son frère Max, donc elle va commencer à poser des questions. Et cette société utilise des moyens ésotériques pour répondre à des réponses concrètes. Pour répondre à des questions concrètes. Et elle va donc tomber dans cette société, on va dire, où elle va aider à retrouver Claire grâce au Yi-King. Donc j'ai vraiment passé un bon moment, ça se lit assez vite. Ça fait un peu plus de 200 pages, 249 pages il me semble. Encore une fois, Samantha Bailly, je le répéterai jamais assez, mais c'est un vrai caméléon. Elle a écrit dans divers genres et à chaque fois qu'elle va dans un genre, elle arrive complètement à se fondre dans la masse du genre. Ce qui fait qu'on passe vraiment un excellent moment. J'adore les thrillers, donc voilà. Bon, là c'est un thriller ado, donc il n'y a pas vraiment de trucs comme moi j'aime bien, les trucs un peu noirs, un peu sombres, tout ce qui est détail de scènes de crime. D'ailleurs, il n'y a pas de scène de crime là-dedans, parce qu'il s'agit d'une disparition. Et voilà. La plume est encore une fois fluide, ça se lit, c'est un vrai page turner. Et en plus de ça, je vais dire que c'est plutôt un bon thriller parce que au bout d'un moment, on se doute bien de qui c'est qui a fait ça, on commence à comprendre. Mais on se laisse facilement berner pendant les 150 premières pages à se demander vraiment qui a fait ça. Et la principale question réside sur Max. Et la question sur Max, on n'a pas de réponse avant les 2 dernières pages. Donc je le recommande vivement, c'était vraiment une excellente lecture. Et je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps sur la bande. Alors, ensuite j'ai lu La croisade des Carpates de Vanessa et Diana Calico, donc je l'ai lu assez vite. Donc ça raconte l'histoire d'Eva, une jeune étudiante, pas plus très jeune parce qu'elle est en master il me semble, qui étudie le grec, et plus particulièrement les textes sur l'Apocalypse. Ce qui tombe plutôt bien, puisque notre monde à nous va tomber dans une sorte d'état apocalyptique, parce que les gens commencent à tomber malades et à parler dans une langue vraiment étrange. Et en parallèle à ça, on suit l'histoire de Vlad Dracul, donc c'est ce monsieur sur la couverture. Donc Vlad Dracul, oui, le comte Dracula des contes des vampires. Mais ce n'est pas le vampire là-dedans, c'est vraiment... Bon, les auteurs se sont vraiment cantonnés au vrai personnage de Vlad Dracul, donc c'est ça qui est vraiment génial, parce qu'on retrouve un peu une partie d'histoire qu'on connaît que trop peu, ici en France. Donc on apprend plusieurs choses sur la Transylvanie, le comte Dracula, les croisades justement entre les Ottomans, contre les Ottomans. Et donc ici le présent va se mêler au passé et Eva va se voir... je vais y arriver. Va se voir... Bon, on va changer la phrase. Va avoir une mission
donc celle de réunir les 4 cavaliers de l'Apocalypse pour essayer comment dire, de combattre un peu ce qui se passe actuellement dans son monde à elle. Donc là, elle va tomber dans le corps de... Je vais y arriver. Alors son prénom, j'ai jamais réussi à le retenir, en plus c'est ça le pire. Bon, la fiancée de Dracula, elle va se retrouver dans son corps à elle, donc une aristocrate du 15e siècle, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc la jeune aristocrate promise à Dracula du 15e siècle. Et ce qui va un peu lui changer à Dracula, qui a l'habitude des femmes qui ça peut faire, parce qu'on est en plein Moyen-Âge, en Transylvanie, donc vous imaginez un peu la place qu'avait la femme à cette époque. Et donc Eva, qui va entrer dans ce corps, va pas vraiment se comporter comme il l'attendait. Et ça va devenir un vrai duo, un vrai petit couple qui m'a vraiment plu. Voilà. Par contre, je dois avouer que l'histoire est super intéressante, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans le bouquin. Ce qui est vraiment dommage parce que il est bien écrit. La plume est assez spéciale mais très belle. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas réussi à m'intégrer à travers des personnages, de l'histoire. Donc il y a beaucoup de termes qu'on connaît pas. Donc il faut plusieurs dizaines de pages pour essayer de comprendre les différents noms qu'ont les personnages, les conflits politiques qu'il y a entre les chrétiens orthodoxes et les musulmans. Je pense que c'est pas un livre qui peut aller à tout le monde, mais par contre c'est très très bien écrit. Mais moi, voilà, peut-être que le bouquin n'était pas pour moi. Ce qui est plutôt dommage parce que j'aurais vraiment adoré que ce soit un coup de cœur. Mais c'est pas du tout le cas. Et je dois avouer que par moments j'ai vraiment eu du mal à continuer à avancer. Mais je me suis forcée pour vraiment le finir vite. Parce que j'avais peur que si je venais à fermer le livre, je le rouvrirais pas. Et là, comme c'est un partenariat, je préfère rester droite. Ne pas mentir. Donc l'histoire est très bien, très fraîche, très innovante. Mais voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans malheureusement. L'écho du grand champ de David Gemmell. Donc vous verrez qu'il y a eu quelques changements sur le blog qui est devenu très fantasy. Donc la nouvelle année, parce que pour moi les années maintenant se comptent plus encore en scolaire, hein, pas encore en année civile. Je pense qu'à partir de septembre, le blog va vraiment se donner à fond avec Aurélie dans la fantasy. Donc je continue à lire tous mes livres fantasy en ce moment, je dois dire que je les accumule. Donc l'écho du grand champ de David Gemmell, j'adore cette pochette, c'est pour les 10 ans de Bragelonne. Je l'ai tombé il n'y a pas longtemps à peine 10 euros, et donc il y en a 13 il me semble dans la collection. Donc j'ai vraiment hâte. Ensuite je lirai L'étrangleur de Carter Street de Anne Perry que j'ai reçu pour le rendez-vous si tu lisais pour moi, que j'ai toujours pas lu. Time Rider d'Alex Caro qui me donne envie depuis très longtemps. Je l'ai eu à 1,50€ sur le net. J'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de ces 3 ados vraiment spéciaux qui voyagent à travers l'espace-temps. Donc ça aussi.